RFI et France 24 présentent Radio Foot International. Sofiane Amazian. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct pour un nouveau numéro du Café des Sports, l'émission où tous les sujets chauds du foot seront passés au crible. Rien ne sera laissé au hasard. Au sommaire, la Ligue des Champions en Europe évidemment et les demi-finales enfin officielles. Arsenal contre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone face à l'Inter Milan, alors qui est plus armé, plus à même de poursuivre l'aventure. Nous nous attarderons sur le collectif séduisant des Gunners et sur le parcours un peu dans l'ombre des Interistes. C'est le grand débat du jour dans le Café des Sports et autour de la table, le fameux duo du vendredi, Rémi Ngono, Xavier Barret. Messieurs, bonjour. Salut Sofiane, bonjour à tous. J'espère que vous avez affûté les arguments parce qu'il y a des choses à dire là. Ne vous en faites pas, je suis prêt comme Kylian Mbappé. Oh, et je serai l'arbitre et je serai intransigeant ce soir. Messieurs, il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. Demandez à Manchester United et à Lyon qui ont offert le match de l'année en quart de finale de la Ligue Europa. Qualification miraculeuse des Red Devils, désillusion totale pour les Lyonnais. On en parlera notamment avec vous, Benjamin Mukanjo, bonjour. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. En plus, André Onana se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa, ça fait toujours plaisir. Oui, en plus, il a été bon aussi, hein. Ça, il faut le dire. Un peu décrié, et finalement, au rendez-vous. Et puis, pour finir, on prendra des nouvelles de la Pulga, Lionel Messi, qui se fait un peu rare dans les médias, mais qui est revenu récemment sur sa carrière et son envie, pourquoi pas, de disputer le Mondial 2026. Alors, bonne ou mauvaise idée, on attend vos messages en commentaire sur le Facebook Live. Frédéric Suto est là pour les relayer. Salut Frédéric. Salut Sofiane, bonjour tout le monde. Oui, il y a déjà des petits messages qui nous parlent de Messi, mais il y a aussi un comité de soutien là, qui s'est mis en place dans l'après-midi. Oui, c'est pas étonnant. Bonjour Rémi, courage Rémi. Super fan, là, Platos Gatos qui envoie un petit message. Monsieur Xavier Barret, s'il vous plaît, soyez indulgent avec Rémi qui a besoin d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, moment difficile. Bon. Jusqu'à présent, Rémi est champion d'Europe. Et ça Vous commence, ne le saviez pas ça commence déjà. Bon messieurs, on ne perd pas plus de temps. On sait bien que le foot n'attend pas. Le Café des Sports, c'est parti. La Ligue des Champions a ce petit quelque chose en plus, vous savez, cette odeur de soufre, un soir de grand match européen, là où tout peut basculer en quelques instants. Cette semaine encore, les fans de foot se sont régalés. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont eu très chaud, mais poursuivent l'aventure. L'Inter Milan, de son côté, a éjecté le Bayern Munich, on en parlera. Et puis Arsenal, qui a fait régner sa loi face au tenant du titre, le grand Real Madrid, victoire à l'aller, 3-0, puis au retour à Bernabéu, 2-1. On parle d'Arsenal, messieurs, pas de Real Madrid. J'anticipe déjà les premières tensions sur le plateau, messieurs. Parlons des Gunners un petit peu. Dernière demi-finale, 2009, je calcule, ça fait 15 ans que les Gunners n'ont pas atteint ce stade de la compétition. Xavier Barret, est-ce que c'est l'année ou jamais pour les Gunners d'aller le plus loin possible et pourquoi pas soulever la coupe? Mais de toute façon, ils ont restructuré l'équipe pour faire partie des derniers carrés de la Ligue des Champions, je dirais, chaque année. Alors ça a pris un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Il a fallu mettre en place tous ces modes de jeu auxquels tient particulièrement Arteta. Et on se rend compte que c'est en train de payer. Alors effectivement, en Première Ligue, ils sont deuxièmes, mais le premier n'est plus en Ligue des Champions. Donc pour le moment, on peut dire que c'est le meilleur club anglais sur tous les tableaux. Et qui peut se concentrer sur la Ligue des Champions, étant donné que le championnat c'est presque plié. C'est presque plié, voilà, le presque entre guillemets. Exactement, donc Arsenal a tous les atouts effectivement pour aller loin, mais bon, je crois qu'on va parler aussi du Paris Saint-Germain, et je pense que cette demi-finale s'annonce absolument passionnante, parce que le 2-0 qu'il y avait eu en phase de poule à cet automne à Londres, dominé de A à Z par Arsenal avait été très largement au-dessus, c'est pas sûr que ce sera le même PSG cette fois-ci. Ouais. Benjamin, sur le collectif des Gunners, c'est ce qu'on retient finalement, une équipe très solidaire. Je pense qu'on peut mettre en avant ce que Arteta fait depuis même pas que le début de saison, mais depuis 2-3 ans qu'il
qu'il a récupéré ce club. On a vu l'après Wenger qui a été très, très difficile, les entraîneurs qui se sont succédés et à qui on ne laissait pas le temps. Là, on peut le souligner également, de dire que les dirigeants d'Arsenal ont compris qu'il fallait laisser le temps à l'entraîneur de pouvoir mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, Arteta bénéficie du temps qu'on lui a laissé parce que tout de suite, d'entre deux jeux, les résultats ne sont pas arrivés tout de suite. Il a fallu construire, il a fallu déjà, pas des moyens économiques, hein, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas énormément d'argent, il a fallu prendre des jeunes joueurs, faire progresser. On voit notamment Bukayo Saka, qui pour moi aujourd'hui fait partie des grands joueurs aujourd'hui. C'est Arteta, quelque part, qui les a façonnés, ces joueurs-là. Et puis, il a mis un collectif en place qui est très, très fort. Défensivement, c'est fort. Au milieu, ça tient. Et au fur et à mesure, saison après saison, on s'est ajusté. On a essayé de combler les manques qu'il y avait la saison dernière. OK, en championnat, encore une fois de plus, ils vont peut-être probablement terminer deuxième, un peu comme la saison passée où ils ont mené en tête le championnat et se sont écroulés à la fin. Parce qu'en Première Ligue, vous avez, si ce n'est pas Liverpool, vous avez City qui sont des machines de guerre. Mais aujourd'hui, de les voir là, pour moi, ce n'est pas une surprise. On sent qu'il y a quand même une certaine forme de continuité dans le travail qu'ils font. Et c'est important parce qu'Arsenal, je crois que le premier objectif, c'était déjà de revenir en Ligue des Champions. Ils avaient manqué plusieurs éditions. Et le travail qu'il fait Arteta aujourd'hui est intéressant. C'est pour ça que pour moi, bien sûr, il y a Paris, il y a Barcelone, il y a aussi l'Inter. Les 4 demi-finalistes ont tous leur chance d'aller jusqu'au bout et de pourquoi pas gagner. Je vous demanderai qui est votre favori. Rémi Ngono, est-ce que face au Real Madrid, tiens, je m'adresse à vous, est-ce qu'on n'a pas vu la quintessence finalement du Arsenal de Mikel Arteta, un collectif parfaitement huilé? On sent que les joueurs jouent les uns pour les autres et ça a payé match aller, match retour face au Real Madrid. Je suis surpris d'une chose aujourd'hui. Voilà les messieurs qui nous chantent ici le tiki-taka, chaque jour, et qui nous disent que Arsenal joue très très bien parce que Arsenal a dominé Paris, a dominé le Real. Mais sauf que, quand le Real gagne avec une possession de 40%, on dit c'est pas le beau jeu. Et c'est comme ça Mourinho qui a bâti une équipe sur la défense. Arsenal aujourd'hui, c'est la meilleure défense de la Première Ligue. C'est la première des choses que j'ai toujours eu à dire à Xavier Barré, qu'une grande équipe, c'est d'abord le mur, le béton, la fondation. C'est comme une maison. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Arsenal a battu Paris Saint-Germain avec une possession de 35%. Et on a dit, c'est une démonstration. Même chose, Arsenal a encore battu le Real sans chercher la possession, juste avec les transitions rapides. C'est comme ça d'ailleurs que le Real Madrid a gagné l'année dernière la Ligue des Champions. Mais ces deux monstres qui sont devant moi, ils se sont réunis pour nous dire que ce n'était pas le bon football aujourd'hui. Il faut rappeler le résultat du match aller. Se nourrit de l'exemple. Il faut prendre le match aller, Rémi. Il faut prendre le match aller. Il y a 3-0 à l'aller. Le résultat du match aller. C'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, Arsenal, c'est en réalité cette équipe qui sait faire des transitions, mais surtout qui sait défendre. Et c'est ce que j'ai toujours défendu aujourd'hui et souvent. Donc vous êtes supporter d'Arsenal un petit peu aussi. Mais attendez, qu'est-ce que j'avais dit à Xavier Barré? J'avais dit à Xavier Barré que je n'aimais pas le système Wenger. Et il a été surpris que quand Arteta est venu, je lui ai dit, il y a un peu de Mourinho dedans. Il bâtit d'abord par la défense. Il y a surtout du Pep Guardiola. Il y a surtout du Pep Guardiola dont il était l'adjoint. Faut quand même le rappeler. Guardiola, c'est une possession de 70%. Il faut laisser ça. Rémi Ngono, avec sa mauvaise foi habituelle, essaye de récupérer le mérite du travail. Pep Guardiola n'a jamais Arteta. Au moins, Messieurs, doucement, il reconnaît au moins que le jeu d'Arsenal a été très intéressant et très pragmatique face au Real et c'est ce qui a fonctionné. Oui, en oubliant de rappeler le résultat. Je mets un peu de son côté. Vous êtes 2 contre 1. J'essaye un petit peu de rééquilibrer. Les statistiques sont là. L'archi-domination d'Arsenal au match aller. Et donc, à partir du moment où il y avait cet avantage de 3-0, ils n'étaient pas fous pour aller s'exposer à des contre-attaques du Real Madrid à Bernabéu. Donc, ils ont joué avec beaucoup d'intelligence. Ils ont laissé venir le Real. Ils se sont même offert le luxe de rater un penalty. Ils ont même raté un penalty. J'ai dit tout simplement, et à l'arrivée, ils gagnent contre Paris. Très logiquement. Contre Paris, ils ont 35%. C'est ce que je t'ai dit. Mais sauf que, justement, je t'ai déjà dit, c'est ce jeu de transition qui est efficace de façon... Non, c'est la capacité de tout faire. Parce qu'en Première Ligue, Arsenal prend le jeu à son compte. Ouais. Quand ils sont face à des équipes
plus faibles ou de même niveau, ils prennent le jeu à leur compte. Quand en revanche, ils ont pris le jeu à leur compte. À l'aller, ça a été le cas, parce qu'ils étaient effectivement plus forts que le Real Madrid. Je l'avais dit dans cette émission, il faudra que Arsenal soit 2 fois plus fort que le Real Madrid pour se qualifier. Et ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Et bravo à eux. Je suis très très heureux que les Gunners aient réussi à relever ce défi face aux champions d'Europe en titre, comme le rappelait Rémi Ngono, qui n'est plus champion d'Europe en titre puisqu'ils sont maintenant éliminés, c'est certain. Donc il y a quand même aussi au passage. Qui est actuellement champion d'Europe? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais ce qui est, il reste quelques jours au Real Madrid, mais c'est bientôt fini. Champion d'Europe. Monsieur, nous sommes sur un plateau où nous parlons la langue française. Le futur compliqué et le présent simple. Il y a aussi une petite revanche qui a été prise par un joueur extraordinaire qui s'appelle Odegaard, qui avait été quand même recruté par le Real Madrid alors qu'il avait 16 ans. Le Real avait des grands projets pour lui, puis ils l'ont prêté à droite, à gauche. Et finalement, où est-ce qu'il éclot aujourd'hui? Où est-ce qu'il atteint le sommet de son art? À Arsenal, au moment où le Real Madrid, lui, n'a plus de meneur de jeu. Simple clin d'œil de l'histoire. Moi, ce que je voudrais ajouter, Sofiane, non, ce qui fait quand même plaisir, on parlait des années Arsène Wenger, Rémi faisait allusion, il disait qu'il n'aimait pas trop Arsène Wenger, mais on a quand même eu ce grand Arsenal du début des années, fin des années 90, années 2000. La Ligue des Champions, ils ne l'ont pas gagnée. Hein. Il y a eu la finale perdue 2006, contre Barcelone en 2006. Il y a eu une demi-finale ensuite en 2009 et derrière il a fallu reconstruire et bon, on se moquait un petit peu de ce club, au mieux c'était deuxième, toujours un peu tendre, les gros matchs il manquait, mais c'est vrai que vous le disiez Benjamin, quand on voit Bukayo Saka, Declan Rice, des joueurs maintenant qui sont des références mondiales, ça leur manquait un petit peu là il y a encore quelques années. Maintenant ils ont réussi à les attirer. Ils sont là et ils ont ces joueurs-là. On l'a vu à l'aller, les 2 coups francs de Declan Rice, qui sont capables de gagner les matchs. Un petit message tout de même, là, on nous rappelle, à chaque fois qu'Arsenal a été dans le dernier carré, c'est Barcelone qui a remporté le titre. Ça, c'est Chris Archange qui nous dit ça. 2006-2009. Les statistiques. Benjamin, rapidement sur l'effectif d'Arsenal, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de blessés chez les Gunners, hein. Ça joue avec Mikel Merino en attaquant de pointe. Le défenseur central Gabriel est blessé. Il faudra y penser à ça pour les demi-finales. Arsenal joue avec un effectif assez réduit quand même. Oui, mais Merino a montré qu'on pouvait quand même compter sur lui. Milieu de formation. Oui. Après, je pense qu'on a même aussi vu dans le passé, pas forcément Arsenal, Kai Havertz jouer devant. Xavier disait tout à l'heure la méthode un peu Guardiola où on n'a pas forcément besoin d'un numéro 9, même si Rémi va me dire que Guardiola a dû aller chercher Haaland pour gagner la Ligue des Champions. Ça c'est vrai, mais ils ont quand même cette capacité, ces entraîneurs-là, à s'adapter en fonction des joueurs qu'ils ont à disposition. Mais ce qui est intéressant, et là je ne rejoins pas Rémi, c'est que Arsenal ne joue pas que sur cette phase de transition. Arsenal sait garder le ballon quand il faut le garder. C'est une équipe qui s'adapte en fonction de l'adversaire qu'elle a en face. Quand vous allez forcément jouer contre le Real qui doit remonter 3 buts, vous ne prenez pas le risque d'aller vous exposer, au risque de voir le Real revenir. Donc je trouve que c'est une équipe qui continue à progresser, qui grandit, mais surtout qui a un collectif très très fort. Moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'Arsenal soit à ce niveau-là, à ce moment de la compétition, mais moi je suis agréablement surpris de les voir là et je suis persuadé qu'avec cet entraîneur-là qui fait déjà du bon boulot, on continue à lui donner du temps. La Premier League, ça se rapproche, ça sera peut-être pour la saison prochaine. Bon, on parle de collectifs intéressants. On va parler d'Arsenal, on va évoquer du coup l'Inter Milan. L'Inter è in semifinale della Coppa dei Campioni. Ouais, discrète hein, cette équipe de l'Inter Milan. Hein. Sans un bruit, les interistes retrouvent les demi de la Ligue des Champions pour la 2e fois en 3 éditions. Qualification validée face au Bayern Munich. Victoire 2-1 au match aller. Un peu plus compliqué au retour à la maison, 2 buts partout. Mais les coéquipiers de l'attaquant argentin Lautaro Martinez sont bien au rendez-vous. Xavier Barret, tiens, un petit symbole. Benjamin Pavard, vous vous souvenez de la demi-volée en 8e de finale en 2018 en Coupe du Monde. Et il ouvre son compteur avec l'Inter. Premier but contre qui? Son ancien club, le Bayern Munich. Exactement. Et d'ailleurs, la façon dont il l'a célébré n'a pas été du goût des supporters du Bayern. Et il a dû s'en expliquer ou plus ou moins s'en excuser sur les réseaux sociaux depuis. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas encore marqué avec l'Inter depuis qu'il est arrivé de Munich à Milan.
Mais c'est un joueur qui s'est quand même très vite intégré dans ce système de défense à 3, qui est quand même la marque de fabrique de cette formation de l'Inter. Avec Bastoni et Acerbi en général, c'est le trio défensif. Il y a aussi le néerlandais De Ligt de Vrij qui joue aussi parfois parce que forcément ça tourne. Non, pour parler de collectif, oui, c'est un collectif très solide avec beaucoup de joueurs qui ont une grande expérience, notamment au milieu de terrain, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella un peu plus jeune, mais c'est vraiment des joueurs qui ont un gros vécu. Donc cette équipe mise au point par Inzaghi, par Simone Inzaghi, elle est vraiment performante. Après, moi, je ne suis pas un grand fan de leur style de jeu, mais il faut reconnaître que c'est pas le plus spectaculaire. Non, c'est une équipe extrêmement efficace. Et puis surtout, il a fait ce que peu d'entraîneurs font aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place un duo d'attaque. La plupart des entraîneurs, maintenant, ils mettent en place un trio parce que c'est plus facile, un à droite, un à gauche, un dans l'axe. Et puis, en général, les repères sont plus vite trouvés. Mettre en place un duo d'attaque, tous les coachs avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler vous disent c'est très compliqué parce que les automatismes fonctionnent, il faut les créer. Et là, avec Marcus Thuram... C'est ce qu'on faisait il y a très longtemps quand même. Années oui, 80-90, on absolument, avait mais un peu en football à l'ancienne. Mais à l'époque où il n'y avait pas des transferts tous les 6 mois. Alors maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et l'Inter de Simone Inzaghi, avec ce duo Marcus Thuram, Lautaro Martinez, il a vraiment ce duo d'attaque. Alors que sur le banc, il y a plein d'autres attaquants de qualité. Il y a l'Iranien Taremi qui est arrivé cette année de Porto. Il y a le jeune Fratesi. Il y a Arnautovic, l'international autrichien. Donc il y a en plus d'autres solutions. Mais non, il a un duo préférentiel et qui marche bien. Oui, meilleure défense, je rappelle juste, meilleure défense de la Ligue des Champions, l'Inter Milan. Ouais. Allez-y. Je crois qu'ils avaient pris que 3 buts avant le match. C'est ça, le quart retour. Donc ça fait 5 meilleure défense. Je voulais revenir sur ce que Xavier disait par rapport au duo. Bon, ça date pas d'hier. Hein. Il a fait aussi avec Lukaku quand il y était. Je pense que la vraie complémentarité, le joueur un peu plus dans ce duo-là, c'est Lautaro Martinez. Parce que lui, il réussit à la fin à s'adapter à tous les attaquants qu'on met autour de lui. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui est hyper intéressant. Moi, on ne s'attendait pas forcément que ça prenne tout de suite avec Thuram, comme on l'a vu avec Lukaku, où ça a très très bien marché, où ils arrivent même en finale de la Champions League. Donc je trouve que... Et puis c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. On peut dire ce qu'on veut, c'est les mêmes joueurs qui sont dans cet effectif depuis un moment. On a essayé de compenser par les départs je crois que c'est Brozovic qui était parti au milieu. Aujourd'hui, c'est Çalhanoğlu qui joue à ce poste-là. Donc, c'est un groupe qui se connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Et moi, j'adore, même s'ils avaient dit que ce n'est pas spectaculaire. Oui, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est très, très efficace. C'est difficile à manœuvrer. C'est difficile à bouger entre les lignes. On sent quelque chose. On a l'impression des fois qu'on s'est placé comme ça sur un tableau et on est en train de les piloter, de bouger les joueurs les uns après les autres. Mais parce que ça, c'est un travail qui est fait au quotidien à l'entraînement. C'est la répétition des gestes, des efforts, de ce que leur demande Inzaghi. Et je vais répondre finalement à votre question. Je pense que pour moi, l'Inter est peut-être le favori de cette Champions League. Vous anticipez déjà la question d'après. Des petits messages peut-être avant d'entendre Rémi, mais Inter Milan sera champion d'Europe. Pour aller dans votre sens, c'est ce que nous dit Massiré. Cette équipe est impressionnante, Bekaiba. Et puis, sur le Facebook Live également, Jaffer Ondongo se demande si Rémi Ngono va devenir un supporter de l'Inter. Bah tiens, Rémi, est-ce que vous pensez que cette équipe est sous-estimée de l'Inter Milan? Sous-estimée parce que beaucoup de gens, une fois de plus, tombent souvent dans le jeu de la possession. Mais cette équipe-là, lorsque vous regardez en 2023, eh bien, elle était pratiquement à moins de 30% de possession. Et cette fois-ci encore, on constate que les adversaires que Inter a eu à éliminer, et d'ailleurs, c'est des équipes qui ont beaucoup de possession. C'est vrai qu'ils ont beaucoup subi contre le Bayern Munich, mais on se retrouve quand même que c'est eux qui passent. Ouais. Mais vous regardez quand ils sont éliminés l'année dernière, c'est face à Atlético. Ouais. Parce que Atlético, lui aussi, il attend derrière. Et du coup, ils se font piéger. Et justement, ils prennent 3 buts contre la Fiorentina. 3-0. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cherché à se découvrir. Donc, c'est une équipe qui attend parce que ça se nourrit de la sève du calcio. C'est-à-dire qu'on attend, on bétonne, et après on attaque. Hein. Oui, c'est comme ça. Ils n'avaient perdu que 1-0 face à Chelsea, au final. Oui, donc il y a un problème africain. Et c'est ça que je dis, que face à City, City a eu toutes les difficultés du monde pour marquer d'ailleurs. Et ils s'en sortent bien sur la fin de match. Et ils s'en sortent à la fin. C'est Lukaku. Oui. Ça s'est joué un peu. Comme les proverbes africains, c'est pas encore venu aujourd'hui. Je pourrais dire par rapport à Inter que chaque vache
vaut ce que vaut le pâturage. Donc le calcio, c'est ça qui fait l'Inter et c'est ça qui fait la force du football italien. Sur Et cette ça belle marche note politique. plutôt, parce qu'aujourd'hui, même en championnat, ils sont Ils sont premiers, leaders, ils sont ouais. repassés devant Oui, oui. Naples qui avait fait un bon début de saison. Donc forcément, la méthode elle marche. Mais si ça marche, pourquoi changer quelque chose qui marche? Ah mais Bah, vous me posez la question? Il faut, il faut continuer comme ça. Bon messieurs, juste alors on sent que vous avez vos idées, on va faire un petit tour de plateau sur vos favoris, déjà pour les demi-finales, mais j'imagine qu'en tête vous avez peut-être déjà un favori pour la victoire finale. Sur le match d'abord, rapidement, Arsenal-PSG, est-ce que pour vous il y a un favori qui se dégage ou ça va être très équilibré, Xavier Barry? Ah, je suis un peu partagé quand même. Roger. Parce que, Vous avez pris ouais, votre souffle, ça Ok. Vous avez- vous ouais, avez la je patate suis un chaude peu, trop vite. ouais, c'est un peu un piège. Forcément, Arsenal m'a beaucoup plu contre le Real, mais le PSG me plaît énormément aussi. Donc, j'avoue que je suis un peu. Que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on s'en sort, Oui, normalement. non, bah forcément, je pense quand même que le Il est pour PSG. Paris, non, Xavier, mais c'est le bon. Paris Saint-Germain a un gros avantage cette année, c'est que contrairement aux autres, lui, il est déjà champion. Et donc, Oui. depuis le week-end dernier, en fait, Luis Enrique peut faire tourner son effectif en championnat sans problème. Mais Arsenal ne va pas chercher. Ouais. Arsenal- Liverpool est trop loin. Donc, Non, mais bon, il faut quand Faut même garder qu'ils la deuxième verrouillent place. cette deuxième place. Et il y a Newcastle qui vient d'arriver juste derrière. Il y a Nottingham Forest pas loin, Manchester City, Chelsea. Donc je pense que c'est plus facile pour le Paris Saint-Germain de préparer ce rendez-vous. Benjamin, même avis? Oui, je suis d'accord avec Xavier parce que d'autant plus que le Paris Saint-Germain domine littéralement la Ligue 1, même quand il décide de tourner, de faire jouer les deuxième et troisième choix, hein, excusez-moi du mot, il ne perd pas en qualité parce qu'en face, les adversaires ne sont pas au niveau de ce PSG-là. Et pourtant, Arsenal, tous les week-ends, on voit la Première Ligue et on sait que c'est une bagarre, c'est une bataille. Même quand vous jouez contre le 20e, il va falloir se déployer. Donc, oui, peut-être qu'Arsenal va laisser les plumes, mais au vu des deux matchs qui se sont joués, les matchs retour, j'ai envie de dire, j'avais un penchant un peu pour Paris, mais ce que Paris nous a montré face à Aston Villa au match retour, il y a un peu de l'inquiétude. Ok. Rémi, rapidement. Vous avez un favori ou vous la jouez, on va dire, à la Xavier Barré? On botte un peu en touche. Oui, je vais la jouer à la Xavier Barré. Je comprends. Pourquoi? La sécurité. Parce que je vois par exemple que Arsenal, lorsque vous regardez l'équipe type de la semaine, c'est des joueurs justement qu'on n'attendait pas qui ils se retrouvent dans l'équipe type. Donc, le Paris Saint-Germain, les deux joueurs qui sont dans l'équipe type, c'est plutôt Donnarumma. Et je crois, comment on a Mendes. Donc, Oui, vous Nuno vous Mendes. rendez compte? C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, dont on vante l'attaque, s'est reposé plutôt sur son gardien. bon, Ah, ils ont et beaucoup c'est- subi. Hein. Ils ont beaucoup subi. Ah, oui. Or, Arsenal, c'est une équipe qui va dans l'intensité. Parce que Paris a souffert dans l'intensité. Mais Paris a une chance. Pourquoi Paris a une chance? Parce que la liste se passe, bien évidemment, chez Arsenal, mais sauf que Arsenal va manquer de ce qu'on appelle le moteur même qui donne la pulsion de l'intensité. C'est-à-dire Partey, Thomas Partey. Ouais. Il sera suspendu. Donc, à partir de cet instant-là, il faut quand même savoir aussi que quand Paris perd contre Arsenal, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas... comment vous l'appelez là Kvaratskhelia. Ouais, ouais, Michel je Kvaratskhelia. cherche toujours à me déchiqueter la langue. Donc, Vous l'appelez l'autre, du coup. C'est comme ça. donc, et du coup, aujourd'hui, on se rend compte que c'est Arsenal qui a perdu plusieurs éléments et que c'est Paris qui en a plutôt gagné et va jouer le match à domicile. Mais si... Match retour. Oui, le match retour à domicile. Mais par contre, ce que j'ai vu, justement, ce pari-là produire contre Aston Villa, Au match c'est retour. au match Ouais. retour, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je considère peut-être les statistiques d'Opta qui montrent quand même que Arsenal peut remporter avec... oui, Considérez les 28, statistiques. Ouais, c'est vrai. 28,7% C'est ce qui est écrit, et c'est que vrai. Paris, c'est 24%. Ouais. Vu les dernières données. Bon, bah, statistiquement, alors, vous avez. Il a un doute coué comme le moi, match. finalement. Ce que je suis sûr, c'est que le Real Madrid est à 0 maintenant. Allez, ça c'était gratuit. Messieurs, sur l'autre demi-finale, avant de vous donner la parole, on va écouter un invité qui était sur Radio Foot lundi autour de Danny Gasnier, qui nous a fait sa petite diatribe autour du FC Barcelone. Youssou N'Dour qui a parlé lundi de cette belle oui. équipe du FC Barcelone. Ben, je confirme, effectivement, c'est une équipe qui joue très, très, très bien. Il y a quelque chose qui prend. Moi, j'attendais cette équipe l'année prochaine.
Et il est en train de me dire non. Oui, parce que Hansi Flick vient d'arriver. Tout, cette année, il y a une marge de progression que j'attendais. L'entraîneur vient d'arriver, installer toutes les choses. Et cette équipe me dit non, je veux des choses cette année. Et c'est ce que je vois. Youssou N'Dour, invité exceptionnel de Radio Foot lundi autour d'Annie Gasnier qui est tombé amoureux de cette équipe du FC Barcelone. Messieurs, très 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 rapidement, qui est votre favori entre l'Inter et le FC Barcelone, Xavier Barré? Très vite. Alors mon favori de cœur, c'est le Barça bien sûr. Maintenant, ils ont un calendrier d'enfer là sur cette fin de saison. Donc il faut qu'ils assurent le titre. Il y a aussi la Coupe du Roi avec la finale contre le Real Madrid. Mais bon, Barcelone quand même. Benjamin. Barcelone, mais je ne suis pas très sûr. Ok. Pour des arguments que j'ai donnés tout à l'heure en parlant de l'Inter. Parce que l'Inter, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est difficile à jouer. Rémi nous a rappelé tout à l'heure que pour gagner la Ligue des Champions, il faut bâtir de derrière. Il faut avoir un bloc solide défensivement et puis avoir des joueurs devant capables de faire la différence. Et c'est ce qu'a l'Inter aujourd'hui. Donc, vous vous méfiez? Oui, je me méfie. On a un Benjamin Moukandjo méfiant aujourd'hui. Rémi Ngono. Quand je regarde les dernières prestations de Barcelone, je suis un peu inquiet parce que avant, je voyais que c'est Barcelone qui va remporter, même comme je voulais transformer mes rêves illusoires en réalité. Mais quand tu revois aujourd'hui, quand je regarde ce Barcelone-là, je vois d'abord que Barcelone, la dernière Coupe d'Europe que Inter remporte, eh bien, c'était que justement, il devait jouer contre Barcelone. Et Barcelone était parti favori. Et le retour, c'était au Camp Nou. Résultat des courses, Inter est passé et a remporté sa Ligue des Champions tranquillement. Aujourd'hui, quand je vois encore le même Barça, ce qu'il a eu à produire, c'est-à-dire qu'ils étaient à moins un quart de poil de mollet de fourmi de l'élimination, j'ai dit qu'à partir de cet instant... Non. Et au-delà de ça, derrière... ça ne tient pas. J'ai vu le meilleur joueur du Barça, lui également, qui passe désormais à côté, c'est-à-dire Rafinha qui est quand même à 12 buts et que je n'ai pas vu, je l'ai vu s'écrouler à la fin du match avec des crampes. Il fallait qu'on vienne le relever. Ah, la saison est longue. Hein. La saison est chargée. Ce Barça qui joue sur la pression et qui a beaucoup donné, je ne le vois pas aussi puissant depuis un certain temps. Et par derrière, ça commence à flancher. Et comme le dit on a dit rapide, africain, quand le dit le proverbe africain, quand le taureau est fatigué, les couteaux pleuvent sur son dos. Donc il y a eu les vaches, maintenant les taureaux. Frédéric Suto. Non, mais moi je m'en remets aux auditeurs, aux internautes. Allez, j'en prends un au hasard, pas tout à fait, peut-être, je ne sais pas. Togumbey, Nadjadoum, finale, Barcelone, Arsenal, comme en 2006. Bon, on verra si notre auditeur a raison. On va continuer d'évoquer des montagnes russes footballistiques. Cette fois, on va se mettre à l'heure anglaise direction Manchester, Old Trafford, le théâtre des rêves, ou plutôt celui des cauchemars pour les Lyonnais. Classic Manchester United. It isn't Fergie time anymore, but we've been here before. 5 buts à 4 au bout des 120 minutes. C'est Harry Maguire qui arrache la qualification pour les Red Devils. D'un beau but de la tête, Lyon est au fond du trou, éliminé à 10-11 malgré une avance de 2 buts acquises en prolongation. Un match fou, un match irrationnel. Le tout dans une enceinte mythique. Tous les ingrédients étaient réunis pour vivre le match de l'année. Messieurs, qu'est-ce qu'on retient, Benjamin Moukandjo? Plutôt la belle performance de Manchester United ou la descente aux enfers de l'Olympique Lyonnais en fin de rencontre? Le scénario du match, qui est improbable, qui est, quand on regarde le match avec un œil différent, on est content de vivre un scénario pareil. Je pense que dans l'histoire de l'Europa League, je sais pas si c'est déjà arrivé un tel scénario. Jamais arrivé en Coupe d'Europe. Mais quand on est amoureux du football et qu'on regarde d'un autre œil maintenant ce match-là, on peut s'inquiéter quand même pour les deux équipes. Mais très honnêtement. Oui. Parce que le scénario, pour nous, les téléspectateurs, on est content. Mais moi, si je suis entraîneur de Manchester, même si on passe aujourd'hui, j'ai de quoi m'inquiéter. On en a dit plusieurs fois ici sur ce plateau, sur le plan défensif. C'est incroyable. Ouais, ils ont concédé 4 buts. C'est vrai que mais là, on pense à la qualité. C'est pas possible. Mais c'est pareil pour Lyon aussi. C'est pareil. Je pense que c'est deux équipes qui ont la même maladie, j'ai envie de dire. Il y a une fin de championnat, là. Et... Oui, est-ce qu'il peut y avoir un traumatisme, d'ailleurs, messieurs, après une défaite comme ça
Enfin voilà, vous êtes un match diffusé à travers le monde, on voit des remontées spectaculaires. Est-ce qu'il peut y avoir un traumatisme ils ont qui une naît de excuse, cette... ils se retrouvent à 10 pendant toute la prolongation, ils Eh mènent ben, il y a 4-2 quand même le et scénario. ils craquent. 4-2, il reste 10 Ils minutes. ont pris tu 3 te buts en retrouves à quelques 10. minutes. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu prends pas 3 buts. France-Allemagne, en 1982, 3-1. En quelle année tu m'as dit 1982. 1982. On est en 2025. Ouais, mais est-ce que le foot Mais regardez, il en a parle changé encore, tant c'est que que ça le traumatisme est encore là. Frédéric Suto en parle encore. C'est marqué comme ça, 3 buts dans une prolongation. C'était jamais arrivé dans l'histoire des Coupes européennes. Exactement. Et ce n'est arrivé qu'une seule fois dans les grandes compétitions. C'était la fameuse demi-finale de la Coupe du Monde 1970 entre l'Italie et l'Allemagne. Et c'était d'ailleurs, ce match a été baptisé du match du siècle, avec ses retournements de situation absolument incroyables. Donc, on a vécu un match incroyable. Moi, effectivement, mais en même temps, la qualification de Manchester United n'est pas tout à fait logique, parce que jusqu'à la 70e, ils sont maîtres du jeu. Puis tout d'un coup, Lyon se réveille, Lyon égalise, Lyon sur sa lancée, même à 10, effectivement, prend l'avantage, et puis s'écroule à la fin. En fait, c'est ça qui nous fait vibrer dans le football, c'est ce genre de situation. Clair, alors c'est cruel de football, on est. C'est cruel pour les Lyonnais, c'est cruel pour les Lyonnais, mais après, on a eu une soirée absolument fabuleuse. Rémi Ngono, est-ce que cette qualification de Manchester United les oblige finalement à remporter cette Coupe d'Europe pour essayer de bien finir une saison qui est quand même bien mal embarquée? C'est ce qu'Amorim dit. Ouais. Que l'objectif actuellement, c'est la Ligue Europa. Bien évidemment, quand j'étais ici avec Xavier Barré et que Mourinho pouvait remporter ça, il disait c'est pas possible une grande équipe comme Manchester United, qui d'ailleurs avait fini avec José Mourinho champion et tout et tout. Xavier Barré, il gueulait. Non, attends, monsieur, calme-toi. Calme-toi. Là, tu es devant Lyon, monsieur. Deuxième. Tu es devant Lyon. Ils ont fini deuxième. Ils ont fini Vous deuxième. comprenez? Tu es devant Lyon. Donc ils étaient quand même qualifiés pour la Ligue des S'il te Champions. plaît, Xavier Barré. Alors que là, ils le sont pas. S'il te plaît, tu es devant Lyon. Et ce Manchester United a dépensé 2 milliards de livres sterling. Et avant le match, eh bien, les gars de Manchester United nous sortent les muscles des Zembla, de Black Laurent. Ils disent qu'on va les détruire, on va faire ceci, on va faire cela. En fin de compte, tu es à domicile, Ils sont tu 13e mènes du championnat. 2-0 à la première mi-temps. Tu te fais rattraper et tu es battu en infériorité numérique 4-2. par Lyon. J'ai dit bien Lyon, qui aujourd'hui est l'équivalent de Chaton. Donc aujourd'hui, non, mais Vous êtes attendez, dur, Rémi. on ne parle pas de Lyon en Ligue des Champions. Ce n'est plus une grande équipe. C'est une équipe en reconstruction. C'est Paris qui est une grande équipe. Mais qui est au en niveau France. des quarts de Et finale de la Manchester, Ligue et Europa. Manchester Aujourd'hui, parce que Manchester ils sont United est une grande Aujourd'hui, équipe aujourd'hui. non, mon cher, lorsque je regarde ça, je suis très inquiet. Non seulement que cette équipe se retrouve à la 14e position, Oui. mais surtout, lorsque je regarde le football qu'a produit Lyon, est-ce que vous vous rendez compte que à domicile, Lyon a tiré plus de 20 fois 21 tirs, ouais. Mais c'est 31 tirs. Mais c'est hallucinant. C'est pour ça que je dis que cette équipe de Manchester United aujourd'hui ne fait pas rêver. Ce n'est pas un football qui fait rêver. Et là, vous avez déjà pris 60 buts. Mais 60 buts. Mon Dieu. Mais on appelle ça passoire ou écumoire. C'est vrai que là, je vous suis. Pour le coup, Oui, je vous suis. Passoire, je sais pas, Allez-y, mais- Frédéric. non, mais la semaine dernière, on a fait ont un eu débat 3 sur André entraîneurs Onana, cette saison, qui c'est était très bien dans que- les buts. Il avait été écarté pour le week-end en championnat. On s'est même demandé si, c'était pas terminé la saison pour lui. Là, Amorim l'a fait revenir. Et oui, il prend 4 buts. Mais il n'y a pas eu de but casquette. C'est un peu l'image de tout ce qu'on dit. Il prend 4 buts, il gagne 5-4. Bon, il se retrouve lui aussi en regardez, demi-finale Harry de Maguire, de ce la que Ligue j'avais Europa. dit, C'est ce que j'avais dit de la fin sur ce débat. Harry Maguire que Manchester United voulait écarter en début de saison. Ah, mais c'est c'est lui. lui qui vient marquer le but de la qualification. Et c'est Donc lui c'est qui lance même le match. C'est aussi quelqu'un qu'on avait dit écarté. C'est Casemiro qui obtient Qui a été très le bon, penalty. ouais. Et c'est d'ailleurs, il est impliqué presque. Et qui finit super bien le match. Il faut rappeler que c'est Ruben Amorim, le 3e entraîneur Eh de oui. Manchester United cette Eh oui. saison. Ouais. C'est qu'il y a vraiment un problème, mais c'est pas nouveau dans la gestion de ce club. Mais avec cet entraîneur qui a quand même fait du très bon travail au Sporting, ils peuvent peut-être espérer finir du bien. temps. On leur laisse du temps et peut-être Ouais. avec une Ligue Europa dans la musette. Lyon qui a été victime d'une invraisemblable remontée en Coupe d'Europe, lui aussi en inconnu. Alors il est argentin, mais lui, il a gagné 8 ballons d'or.
Et alors, qui pourra arrêter la Pulga exilée aux États-Unis, où il passe du bon temps avec, vous savez, ses anciens coéquipiers du Barça à l'Inter Miami, Léo Messi, n'est pas en pré-retraite pour autant, interrogé récemment par le média argentin Simplemente Football. L'attaquant de 36 ans, à vous, pensez à la Coupe du Monde. 37 ans. Il a 37 ans? Il a pas 36 ans? Ils auront au mois de juin. Il vient d'avoir 37 ans. En juin, il aura 37. Ah voilà. Juin, du mois de juin. Là, vous m'avez fait douter sur mon écriture. 36 ans, Rémi Ngono. Vos chiffres sont mauvais. Ah non, mais attendez, vous n'allez pas me dire que là... Il a c'est bientôt 37. 37 ans. Il pense à la Coupe du Monde 2026, messieurs. Messi à la Coupe du Monde 2026. Est-ce que c'est un peu trop tard? Est-ce qu'il faut qu'il laisse sa place au plus jeune Benjamin Mukanjo ou alors la dernière pour Lionel Messi? Non, pourquoi laisser sa place? Vu que Rémi, en plus, il nous explique tous les jours que Ronaldo à la Coupe du Monde, ça serait bien qu'il y aille, qui est beaucoup plus âgé que Messi. Donc pourquoi Messi à 37 ans, ou il va avoir 38 d'ailleurs l'année prochaine, je crois, va laisser sa place? Je pense qu'il a envie surtout de défendre son titre. Il a gagné au Qatar en 2022. Là, il revient, il a envie de gagner. Mais maintenant, quel est le rôle qu'il va avoir? C'est là où on peut s'interroger. C'est ça la question sous-jacente. Est-ce que avec un an de plus, dans 1 an et 3 mois, est-ce qu'il ne deviendra pas un problème pour l'Argentine? Non, je ne pense pas. On se sentira obligé de le faire jouer? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette équipe a été bâtie autour de Messi. Quand on voit ces lieutenants, comme on dit souvent, entre guillemets, qui sont là pour lui, forcément, Messi restera toujours ce grand joueur-là qui aura toujours quelque chose à apporter. Maintenant, est-ce qu'il pourra tenir les 90 minutes? Je n'en suis pas sûr. Ça reste quand même un leader sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un joueur qui est très écouté. Donc forcément, il ira. Mais surtout, on peut se rassurer quand on voit ce que l'Argentine a fait lors de cette période FIFA où il était blessé. On a vu une équipe d'Argentine qui a battu le Brésil, qui a montré qu'elle pouvait jouer sans Lionel Messi. Donc pour moi, ça ne posera pas un problème, ce joueur-là. Il sait qu'il a en fin de carrière, il est en phase de transition, il doit transmettre ce qu'il a reçu et accompagner les plus jeunes qui vont prendre le relais derrière. Et puis Scaloni, qui a joué avec lui, il sait comment le manager. Pour moi, je ne pense pas qu'il posera un problème, mais c'est surtout de définir le rôle qu'il aura pendant cette Coupe du Monde. Xavier, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation similaire à celle de Cristiano Ronaldo au Portugal, où il est toujours titulaire indiscutable, et les observateurs là-bas disent non, mais il faudrait peut-être qu'il laisse sa place aux plus jeunes. Est-ce qu'en Argentine, on pourrait avoir un scénario similaire avec un Léo Messi toujours titulaire? Ça va être le problème effectivement de Scaloni, comme le disait très bien Benjamin Mukanjo. Parce que dans l'histoire du football, il n'y a que 2 pays qui ont réussi à garder leur Coupe du Monde à l'édition suivante. L'Italie dans les années 30, et puis le Brésil 62 et 66 avec Pelé. Pelé qui était d'ailleurs blessé pour la Coupe du Monde, 58-62. Pelé qui était blessé en 1962 et qui n'avait pas pu jouer, mais le Brésil avait gagné quand même. Donc l'Argentine sans Messi, c'est plus tout à fait la même chose, mais ça reste une formidable équipe, comme vous l'avez rappelé. Hein. Ils ont plié le Brésil en éliminatoire. Moi, je pense qu'avec Messi, il reste un peu plus fort parce qu'il a encore ce génie, même s'il a plus ses jambes de 20 ans. Ouais. Et il y a encore cette aura autour de lui qui fait que tous ses coéquipiers, tous ses compatriotes, ils ont envie de jouer aussi pour lui. Ouais. De jouer aussi pour lui. Même s'ils peuvent jouer. Monde 2022. Voilà, même s'ils peuvent jouer sans lui, ils ont aussi envie de jouer pour lui et de jouer avec lui. Donc, je pense que lui veut y aller de toute façon et il ira. Après, dans quel rôle, c'est ça qui va être très intéressant à suivre dans les prochains mois. Rémi, Léo Messi qui joue à l'Inter Miami, un championnat, on va dire, exotique pour être sympathique. Est-ce qu'il peut encore avoir le niveau dans 1 an et demi pour être un titulaire en puissance dans la sélection argentine, ou alors son sort est déjà jeté, ce sera un remplaçant de luxe? Tout de suite, Benjamin Mukanjo disait « Je demande que Cristiano Ronaldo joue ». Non, tu n'es pas contre. Je n'ai jamais été contre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que des joueurs arrêtent leur carrière suite aux difficultés physiques d'abord. C'est ça. C'est-à-dire le vieillissement, ça fait de telle sorte que tu es régulièrement blessé, tu ne peux plus tenir. Or, aujourd'hui, tu ne te rappelles plus de la dernière blessure de Cristiano Ronaldo. Donc, athlétiquement, physiquement, il est là. Il est là. Ah oui. Maintenant, et même si tu n'apportes rien sur le terrain, tu es là quand même. Tu ne peux pas dire parce qu'actuellement, il est en train de courir. On parle de Messi, messieurs, on parle de Messi. Il est en train de courir vers 1000 buts là. Parlez de Messi, parlez de Messi. Non, il est en train de courir vers ces 1000 buts. Peut-être qu'il est marqué de la main. On parle de Léo Messi. Il est bien physiquement. Non, je ne parle pas de Ronaldo. Il est sur le plateau. Monsieur Benjamin Mukanjo, je voudrais vous dire que vous avez arrêté votre carrière
Oui. Attends. Eh bien. Mais quand vous regardez Lionel Messi, vous devez d'abord suivre ce qu'il fait physiquement. 2024-2025, nous ne sommes pas encore en janvier. Que Messi s'est déjà blessé et s'est absenté pour 78 jours. Vous vous rendez compte? Au ligament. Ah oui. Et repos. Et ceci et cela. Aux adducteurs. Ce qui signifie que son état de santé fait déjà problème. Maintenant, quand vous le regardez sur le championnat exotique, oui, il a marqué 8 buts. C'est très loin des standards de Messi. Et vous avez les Lautaro Martinez, vous avez aussi le tueur de l'Atlético qui sont bel et bien là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce Lionel Messi lorsque j'ai vu comment l'Argentine est en train de broyer ses adversaires? Moi, à la Coupe du Monde... Vous n'êtes pas convaincu? Vous n'êtes pas convaincu? La Coupe du Monde est remportée par Dibou. Et surtout, oui, parce que lui-même il le dit, c'est Colomboigny qui a le but. Bon, là, on s'est garé, on s'est garé. C'est terminé. On a compris. Donc c'est pour ça voilà, que je dis que... Vous n'êtes pas un pro-Messi pour 2026. Messieurs, on va devoir avancer puisque l'émission passe super vite. On passe à la séquence préférée de nos auditeurs et nos téléspectateurs. La séquence des cartons, c'est tout de suite. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et les cartons du jour compilés par le Tigre. Salut Diouf. Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo Mouadsalou depuis Tripoli. Je donne un carton vert à Monsieur Senior Mikel Arteta. Donne Mikel Arteta. Tellement qu'il a séduit les supporters d'Arsenal et les supporters du football. Parce que si Arsenal a triomphé du Real Madrid, c'est parce que Arsenal était bien meilleur collectivement que le Real Madrid. Chapeau, Monsieur Mikel Arteta. Bonsoir Radio Foot International. Ici Enigma Naboute depuis la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Mon carton est rouge. Rouge à Carlo Ancelotti qui nous avait promis depuis le début de la saison que le Real sera bien à Munich en finale le 31 mai. J'espère qu'il parlait d'être dans les tribunes peut-être. Rémi Ngono, j'espère que vous aviez passé une magnifique soirée le mercredi. Xavier Barré, Visca Barça. Pour Café d'Escone, qui est Minata depuis la Côte d'Ivoire à Bordeaux, je donne un carton rouge à Rémi Ngono pour ses propos de la semaine passée qui nous disait ici que le Real depuis les années 75 est toujours parvenu à remonter les buts de 5 buts d'écart, de 4 buts d'écart et toujours parvenu à s'en sortir. Alors Rémi, pas de remontada. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on croit ici en Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit dans la vie tout laisse. Je vois que ça vous a laissé, non? Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie. C'est Jean, je suis dans une buvette à Londres, au centre de Londres. David Gono, Real Madrid est dans la marmite et de la sauce. Carton vers Arsenal. Bravo à eux, merci et puis bonne émission. Salut RFI. Salut à la France 24, je suis Dieudonné Balangardi depuis la République démocratique du Congo. Cette semaine, je donne un carton rouge à la FECOFA qui n'a pas respecté l'équité sportive en voulant organiser la phase de play-off dans uniquement 2 villes pour donner faveur à certaines équipes. Je parle de Kinshasa et de Lubumbashi. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Si on vous dit score 7-6, vous pensez forcément à Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic. Eh bien, il n'en est rien. C'est le spectacle fou que nous ont offert Manchester United et l'Olympique Lyonnais. 13 buts sur l'ensemble des 2 rencontres. On en rêve tous les jours. Je ne sais pas si je devais pointer du doigt la passivité des défenses ou encourager le nombre pléthorique de buts. En tout cas, félicitations aux 2 formations. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Salut la grande équipe de la Radio Foot International. Salut Madame Annie Gassini, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon carton il est rouge. Je donne ce carton rouge à toute l'équipe lyonnaise. C'est pas bon pour l'indice UEFA de la France. À 7 minutes de la fin, vous ne pouvez pas encaisser 3 buts et perdre une qualification en demi-finale d'une coupe européenne. Ça sent pas bon. Carton rouge à toute l'équipe lyonnaise. Bonsoir Radio Foot, ici Jesse de Madagascar. Ce sera pour moi un carton vert pour Manchester United qui a battu Lyon hier dans un match incroyable à Old Trafford 5-4 et un but de Maguire en fin de match. Donc bravo à toute l'équipe, même si ils ont encaissé
quand même 4 buts. Mais bravo à Ruben Amorim pour sa stratégie en fin de match de mettre Maguire en attaque et d'avoir mis ce but victorieux en temps additionnel. Bonne soirée. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Eloge Kouadio depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon carton il est vert. Vert pour le plus beau et grand club du monde, le FC Barcelone, qui s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, tous les Barcelonais et Catalans, soyez heureux et fiers de ce beau et grand club qui est le Barça. Pendant ce temps, les Madrinis de Rémi Ngono ne font que pleurer. Merci, bonne émission. Bonjour, Café des Sports. Léon Lukumu, Kinshasa, RDC. 2 cartons verts ce soir. Le premier à Cyril Guérassi, un joueur puissant et combatif. Le deuxième au duo du plateau, un duo d'ambiance, Rémi Xavier. Cependant, chacun doit apprendre à respecter le temps d'antenne de l'autre. Surtout Xavier. Rémi doit parler. Il pourrait peut-être nous rappeler l'ADN du Real. Un proverbe africain pour vous accompagner. Si nous connaissons les autres comme nous-mêmes, leurs actions même les plus condamnables nous paraîtraient mériter l'indulgence. Merci. Aïe, aïe, aïe. Et respectez les temps de parole. On va faire vite pour ce carton, chers amis. Benjamin Moukandjeu, vous avez la primauté. Oui, allez-y. Mon carton, il est rouge. Et puis, on a une autre éditrice qui avait tout dit. Je vais juste un peu surenchérir. Rémi, dans ce plateau, la semaine dernière, nous expliquait que le Real, c'était une belle histoire de la remontada. Et il avait même pris cette photo en guise de rappel. Rémi, j'ai attendu ton Real cette semaine. J'ai attendu la remontada. Je ne l'ai pas eu. Et je profite encore pour te rappeler que les années 50, ça date, hein. Là, nous sommes en 2025. En 2000... Rémi Ngono, votre carton. Enchaînez sur votre carton, s'il vous plaît. Vert à Kylian Mbappé. Vert à il Kylian osera Mbappé, tout, hein. qui est saccagé par tout le monde. Oh là là, il a déçu, il venait pour remporter la Ligue des Champions. Il ne vaut pas Cristiano Ronaldo. Je devrais rappeler à ces gens-là que Cristiano Ronaldo, quand il est recruté à 94 millions, eh bien, la première saison, il n'est pas mieux que Mbappé parce que le Real fait une saison blanche. La deuxième saison, le Real fait encore quasiment une saison blanche avec juste une Coupe du Roi. La troisième saison, eh bien, Cristiano Ronaldo, on s'est fait éliminer. C'est Cristiano Ronaldo qui rate finalement le penalty. Et en 2013-14, c'est la remontada avec la décima et tout le monde commence à applaudir Ronaldo qui devient aujourd'hui une légende. Comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas le jour où le coq monte sur la poule qu'elle fait les œufs. Il manquait le coq. Allez-y, rapidement. On a beaucoup parlé de Ligue des Champions, donc moi je vais revenir sur la Ligue 1, simplement pour donner un carton vert. Vert et jaune, un vert et jaune en fait. Nicolas Pallois qui va fêter ce soir son 300e match de Ligue 1. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il a 37 ans, on a parlé des anciens. Lui, il a commencé à devenir professionnel à seulement 22 ans. Il s'était illustré en faisant une demi-finale de Coupe de France avec un club de 4e division, en l'occurrence Quevilly. Et grâce à ça, il a pu rebondir et devenir professionnel. L'important de ne jamais désespérer. Bravo pour l'exemple, monsieur Nicolas Pallois. Belle poésie. Frédéric Suto, oui, ça paraît compliqué. Allez, surtout qu'il avait annoncé qu'il prenait sa retraite internationale alors qu'il ne l'a jamais été. Un carton vert pour les clubs sud-africains et le football sud-africain dans son ensemble. On a les demi-finales aller de la Ligue des Champions ce samedi. Mamelodi Sundowns contre Al Ahly et Orlando Pirates contre Pyramids, autre club égyptien. Alors, j'aurais pu donner le carton vert aux Égyptiens, mais on a l'habitude de les voir dans les derniers tours. Les Sudaf sont là et c'est dans la lignée de la 3e place des Bafana Bafana à la dernière CAN. Et je vous donne rapidement le carton de Radio Foot qui n'a pas de couleur aujourd'hui, puisque c'est avec émotion qu'on voulait revenir sur cette terrible nouvelle. Très très rapidement, le décès d'Aaron Boupendza à seulement 28 ans en Chine. L'international gabonais qui nous a quittés bien trop tôt. Nous adressons évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, le Café des Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. On range les tabliers. Messieurs, merci d'avoir participé au débat. C'était enflammé. Je l'avais prévu, je l'avais anticipé, mais c'est normal. Merci beaucoup à Laurent Salerno à la réalisation sonore, Souel Kedir, Yann Bourdelas à la vidéo. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.